Salut, c'est Clara d'Info Jeune Grand Est. Aujourd'hui, on va découvrir une entreprise engagée à travers Lucky Dress, une marque de vêtements de seconde main de luxe. Et plus précisément, c'est Ismaël qui va t'en parler, te raconter son expérience et comment lui est venue l'idée de créer cette marque. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Alors bonjour Ismaël, merci d'être venu pour nous parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, je sais pas, dire ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai fêté mon anniversaire, donc j'ai 28 ans depuis le 9 juillet. Et je m'appelle Saïdi Ismaël, je suis auto-entrepreneur. Je pense que c'est le métier qui me qualifie le mieux parce que je suis incapable de faire autre chose. Enfin, pour moi, travailler tout seul, c'était un peu une évidence et je l'ai juste concrétisé. J'ai fait des études de commerce, marketing, communication dernièrement et le tout c'était pour s'orienter vers mon projet. Et aujourd'hui, du coup, j'ai une plateforme de vente de vêtements seconde main de luxe et je l'ai appris par moi. Voilà. D'accord, donc du coup, en fait, ce parcours auto-entrepreneur, ça t'est venu à l'idée depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est venu directement comme ça. Disons que ça s'est fait plus par élimination, c'est-à-dire que salarié, je savais que je n'allais pas pouvoir tenir sur le long terme. Sur plusieurs points. Le premier, c'est que l'idée de travailler pour quelqu'un ou de travailler tous les jours sur la même chose ne me motivait pas du tout. Et donc, il fallait trouver une solution. Après, j'ai entendu parler du statut micro-entrepreneur qui, pour moi, ça allait parfaitement avec ma personnalité. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis, le projet est venu après et ça s'est collé et j'en suis content. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette plateforme en ligne de vêtements de seconde main? Est-ce que c'est accessible pour tout le monde, en France, autre part? Alors, idéalement, dans l'objectif final, c'est que ça le soit. Aujourd'hui, j'ai commencé au mois de septembre, donc je suis en phase encore de développement. J'ai commencé donc une expérimentation pour savoir un peu. Enfin, j'ai fait une étude de marché, mais après j'ai commencé à. Enfin, je trouve que l'expérience terrain ne remplacera jamais une étude de marché, donc il fallait que je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça a pris un peu de temps. Après aujourd'hui, donc l'objectif c'est de sortir une application et j'essaye de travailler avec un développeur, d'ailleurs un grand big up à lui parce qu'il fait du bon travail. Et donc l'objectif c'est vraiment l'application pour travailler sur l'échelle nationale. Alors j'ai pas du tout envie de tenir un magasin ou de faire du local. Vraiment l'idée c'est de travailler dans le national. On m'a conseillé toutefois de voir un peu à courte échelle sur le régional et puis s'agrandir, je ne m'exclus pas. Mais aujourd'hui du coup je vends sur mon site internet que j'ai fabriqué moi-même, donc c'est un tout petit peu artisanal, et sur Instagram. D'accord. Et du coup, comment t'es venue l'idée de faire une plateforme de vente de vêtements de seconde main? En fait, il y avait une grande demande qui a augmenté avec le temps et c'est devenu un peu une évidence en fait. C'est-à-dire que la consommation elle a énormément changé. Après, j'étais quand même confronté à des difficultés, c'est-à-dire que là, je traite avec des vêtements et les vêtements, c'est toujours plus facile de les essayer, c'est toujours plus facile de toucher pour pouvoir acheter le vêtement. Du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre en ligne, mais pas que juste le vêtement. Du coup, l'objectif, c'était, moi, je shoot de mon second métier photographe, le modèle porté. Enfin, elle porte les vêtements et du coup ça donne un aperçu et même un vêtement non porté et porté ça n'a rien à voir et ça facilite la projection de vente. Après donc je m'appuie sur mes trois bases d'images de marque qui sont donc l'écologie, donc j'essaie d'avoir une ligne de vente du début à la fin qui respecte parfaitement les normes écologiques, c'est-à-dire que je ne fais pas de surproduction, je ne fais pas du tout de production d'ailleurs. Même mes colis, j'ai veillé à acheter de l'emballage biodégradable. Comme ça, la ligne, en fait, de ma part, elle sera responsable du début à la fin. Après, la deuxième image de marque, c'est l'économie, c'est-à-dire
J'ai fait des tests au niveau de ce qui marche pour moi et pour les gens. Et aujourd'hui, je me spécialise dans les vêtements de luxe parce que moi, ça me prend du temps d'acheter un vêtement, de le laver, de voir parfois le réparer et de le mettre en ligne. Et avant de le mettre en ligne, donc de le shooter. Donc ça me prend du temps et le temps, c'est de l'argent. Et du coup, il fallait trouver un compromis entre les deux. Et j'arrive quand même à avoir des compromis qui sont ultra intéressants par rapport aux vêtements neufs et vendus seconde main. Donc, un exemple, je dirais un trench Burberry qui coûterait 1600 euros, même si aujourd'hui ils ont perdu vachement en cote, on le trouvera à 150 euros chez nous. Et du coup, le troisième point qui est extrêmement important pour moi, mais qui n'est pas du tout de l'ordre économique, c'est le côté inclusif. C'est-à-dire que j'ai d'emblée acheté toutes les tailles pour la vente. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas un standard de beauté qu'on peut le voir dans les réseaux sociaux ou dans les autres marques où c'est un peu surfait. Enfin, aujourd'hui, je ne veux pas forcément critiquer la concurrence, pour moi, c'est pas trop de la concurrence, mais aujourd'hui, les nouvelles marques, elles mettent vraiment en avant les grandes tailles, mais plus pour le marketing, et on voit la fille parfaitement ronde pour pouvoir vendre. Alors que c'est pas du tout mon objectif. J'avais contacté plein de personnes pour avoir des shoots de grande taille. Malheureusement, elles étaient un tout petit peu réticentes parce qu'elles avaient encore le côté grande taille assimilé à la beauté et du coup, elles étaient un petit peu réticentes, mais j'essaie quand même de travailler en vente directe. Donc j'ai un grand stock très varié de grande taille et de très petite taille. D'accord. Et donc, du coup, comment tu fais pour t'approvisionner, pour trouver du coup les vêtements de seconde main? Alors, j'ai fait un tout petit tour de France pendant un certain temps pour voir les fournisseurs et qu'est-ce qu'ils proposaient. Ça m'a un petit peu découragé au début parce que j'avais vu quand même des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais faire. Et après, honnêtement, c'était une coïncidence parce que j'avais vu un fournisseur qui ne me correspondait pas du tout et après à la dernière minute il m'a dit va voir celui-là, il pourrait vraiment t'intéresser. C'était pendant la période Covid, donc il y avait le couvre-feu et j'ai bravé donc le couvre-feu pour voir ce fournisseur-là et ça s'est réalisé et du coup depuis je travaille avec ce fournisseur-là à 90% à peu près de mon stock il vient de là. Le reste, je travaille avec une amie, Chloé, qui gère énormément de trucs avec moi. Et elle chine à la pièce. D'accord. Ouais. Donc on le voit un peu dans ce que tu as dit, dans la réponse que tu as donnée, que en fait, ton statut d'auto-entrepreneur te permet de faire plein de missions diverses et variées. Est-ce que du coup tu pourrais nous redire tout, à peu près toutes les tâches que tu effectues dans ton quotidien? Si on fait par ordre chronologique, la première c'était de la prospection. Donc il fallait passer par de la prospection. J'ai listé tout ça sur Excel, tous les fournisseurs que je devais voir. Donc c'était un peu la démarche commerciale. J'allais visiter les fournisseurs et démarcher avec eux quelque chose qui pouvait être intéressant pour moi comme pour eux. Ensuite, du coup, il fallait récupérer le vêtement, donc c'est des grandes quantités de vêtements qu'il faut laver et voir réparer. Ma mère, elle est couturière, donc ça peut aider énormément. Donc ça, c'était une case un peu drôle parce que je me retrouve chez moi avec une grande quantité de vêtements, soit à repasser, à laver, et donc c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ça. Et ensuite, du coup, c'est là où il y a une des parties qui m'intéresse le plus, c'est le côté photographique. Une fois que le vêtement il est prêt, je travaille avec des modèles qui sont une forme de collaboration qui est bénéfique autant pour moi que pour elle. C'est ma partie préférée pour être honnête. Et ensuite, du coup, il y a la mise en ligne, il y a la création du site, c'est un peu plus technique et j'ai un meilleur ami qui gère énormément bien les sites. Donc, honnêtement, on fait fonctionner toutes les relations qu'on peut pour déléguer le moins et payer le moins de charges possible. Parce qu'en tant que micro-entrepreneur, du coup, il y a l'histoire de la TVA, certes, qu'on ne récolte pas. Mais du coup, ça peut être aussi pénalisant pour nous parce que le stock, du coup, on l'achète et on ne récupère pas la TVA.
Pareil, en travaillant avec des prestataires extérieurs, du coup, ça peut être contraignant pour nous financièrement, parce qu'on n'a pas forcément le budget des grandes entreprises. Et tout est manuel et j'aime bien, ça fait des défis à relever. Et voilà. Plus du coup l'envoi de colis, une fois qu'il y a... Oui, la logistique, ouais. Mais ça, c'est très plaisant parce qu'on sait que envoyer un colis veut dire un salaire et du coup, je considère pas ça comme du travail. Oui, et puis ça montre aussi que ton travail plaît, que tout ce que tu fais autour plaît aux gens. Et du coup, est-ce que tu penses qu'une personne qui n'a pas fait comme toi des études dans le marketing peut quand même créer son entreprise et arrivera à gérer, parce que ça demande énormément de compétences, de connaissances, il faut savoir être multitâche. Je dirais que chacun possède son lot de compétences et moi, j'ai certainement exploité les miennes seulement. J'ai d'autres tâches où je suis vraiment incompétent, où il faut que je délègue, par exemple l'application. Je suis incapable de sortir une application. Donc, je suis obligé de passer par un auto-entrepreneur qui est spécialisé dans ça. Bon, c'est un accident qu'ils sont auto-entrepreneurs, mais je suis obligé de déléguer à un certain moment. Et donc, je pense que le défi de chacun, c'est de savoir quelles sont ses compétences et les mettre en avant. Et le moment où il faut déléguer. Personnellement, c'est très frustrant pour moi de déléguer. Et je trouve ça... je suis un tout petit peu perfectionniste, du coup, je suis un tout petit peu chiant, certainement, avec les gens. Mais... Ce n'est pas très gentil. Voilà. Il est d'accord aussi. Du coup, c'est un peu difficile de savoir déléguer. Mais si on arrive en fait à établir le bilan de ses compétences et ses limites, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer sereinement en auto-entrepreneuriat. Et clairement, après, je pense que pas mal de projets diffèrent sur énormément de points, mais on se retrouve sur une même ligne de motivation. Et le but, c'est vraiment de se lancer et d'être confronté aux difficultés parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et question études, c'est certainement un gain, mais honnêtement, personnellement, la photo, je l'ai appris sur Internet. En voyant, en pratiquant, et je dirais pas que c'est indispensable l'école, je dirais pas non plus c'est inutile, mais ça aide énormément, ça facilite, ça peut créer des relations, ça peut créer une petite motivation pour se lancer, mais c'est pas du tout indispensable. En vrai, je dirais que tout dépend de la motivation. Ok, donc si tu avais vraiment un conseil à donner aux gens de se lancer, c'est de foncer en gros. Le grand conseil, c'est de foncer, se casser la gueule et de se relever. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Et honnêtement, j'avais fait plein de projets à la comète à côté et j'avais pensé que ça serait telle et telle chose et ça ne s'est pas réalisé. Mais j'ai appris et c'est la meilleure des expériences et ça, on n'apprend pas en école. Le but, c'est vraiment d'être confronté à la difficulté. Après, ça fait bizarre un peu de le dire, mais c'est d'être confronté à la difficulté et c'est seulement là qu'on arrive à sortir de trucs de nous-mêmes. Enfin, personnellement, quand je travaillais sur mon projet, déjà, j'avais pas de limite d'heure. Je pouvais travailler à n'importe quelle heure, je pouvais finir à 4h du matin, mais je ne considérais pas ça comme du travail parce que j'étais passionné par ce que je faisais. Il y a des choses que je déteste, ça me prend énormément de temps et là, je considère ça comme du travail. Mais en fait, on découvre des facultés incroyables chez nous et surtout, en fait, si on aime notre entrepreneuriat, bah déjà, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, on a juste l'impression de surlever des défis et le fait même de savoir qu'on travaille pour nous, c'est très satisfaisant. Le but, c'est juste de réussir. Ok. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ce qu'on peut souhaiter, bah, que du bien, j'espère. Je dirais du soutien parce que mine de rien, en fait, c'est l'entourage, c'est les premiers contacts, chacun pourrait être un élément de croissance pour moi, genre ne serait-ce qu'un abonné ou un like, ça peut donner plus de visibilité à chacun, à me souhaiter à moi ou aux autres, c'est-à-dire soutenir les gens qui se lancent dans des projets aussi grands parce que c'est tout sauf la stabilité. C'est important de se sentir soutenu pendant ce moment-là parce que nous, on est confrontés à plein de difficultés pendant toute la longueur du projet. Et du coup, avoir un peu de soutien de chacun, c'est très réconfortant et aussi de la critique constructive. Enfin, personnellement, moi, j'adore ça. Je suis
pas frustré à entendre la critique et au contraire, allez-y. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire parce que ça reste un moyen très moteur pour nous de s'améliorer et justement de rivaliser avec les grands. Donc de la critique et de la motivation. Et donc du coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, du coup, donc le Kidress, on peut retrouver ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc sur Instagram, TikTok, c'est un petit peu compliqué, mais je me lance quand même. Sur mon site internet lekidress.fr et Facebook, c'est un petit peu une extension d'Instagram. Merci Ismaël d'avoir partagé ton expérience et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tout plaisir à toi. Pour résumer, une entreprise engagée répond à différents critères, en grande partie autour de la question du développement durable. En effet, comme disait Ismaël, ce genre d'entreprise réduit au maximum l'utilisation de plastique, de produits chimiques et évite la surproduction, voire la production de vêtements dans le but d'avoir une démarche plus responsable. Dans le cas de Lucky Dress, l'entreprise se veut être inclusive en proposant des produits de toutes les tailles. D'autres facteurs peuvent être pris en compte, tout dépend de ce que l'entreprise veut mettre en avant, mais l'objectif final de celle-ci est de contribuer au bien-être de la planète et des consommateurs en limitant au maximum la surproduction, l'empreinte carbone et la pollution. Tu souhaites te lancer en tant qu'entrepreneur mais tu te poses plein de questions ? Tu peux nous contacter à l'adresse info@kriege-grandest.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes ? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.